Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille avec beaucoup de plaisir ce soir Aline Bouix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Femmes 3000 Languedoc-Roussillon qui va fêter le 14 décembre prochain son 25e anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est Femmes 3000 ? Un club, un mouvement, une association ? Dites-nous tout. Alors, c'est une fédération. C'est une fédération qui fête ses 25 ans. Avec des délégations dans chaque région, puisque je suis moi-même présidente donc, de la délégation Languedoc-Roussillon. Alors l'objectif, vous allez me dire, mais quel est l'objectif d'une fédération, voire d'une association comme Femmes 3000, qui est en vérité Femmes du 3e millénaire ? Lancé par Michel Barzac, c'est ça, hein ? Tout à fait. Avant les années 1998, ça a été repris par Marie-Josée Grandjacques, qui en a fait ce qu'est effectivement notre fédération aujourd'hui, et qui est pour les femmes, avec les femmes, pour tout ce qui est égalité, parité, mixité, pour que la femme ait réellement sa place dans le monde économique, même dans le monde politique et bien entendu dans toute une dynamique sociale. Alors vous le disiez, présidente de la délégation Languedoc-Roussillon depuis 7 ans maintenant. À peu près, c'est ça, à peu près, environ 7 ans, oui. Et avec la nécessité en effet d'encourager la visibilité des femmes dans la vie publique, économique et sociale. On sait que c'est une ambition majeure évidemment à conduire, on va y revenir. Est-ce que 25 ans après, cette fédération a encore toute son utilité, toute sa pertinence ? Oui, encore plus. Ouais. Encore plus, puisqu'aujourd'hui, ce que l'on souhaite un petit peu promouvoir, c'est cette parité, mixité et égalité. Et je le disais dernièrement lors d'un échange. Et est-ce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'égalité et de parité dès la maternelle ? On parlait effectivement, il est important aujourd'hui que tout le monde soit sensible à cette dynamique aussi de laïcité. Est-ce qu'il ne faut pas déjà en parler au niveau des maternelles, voire des petites classes, alors qu'aujourd'hui, on le fait au niveau de la 6e ou de la 5e ? Et je crois que le rôle d'une association comme la nôtre, c'est justement de promouvoir cette égalité homme-femme qui est quand même mise à mal aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire. Mais comment ? Quels exemples avez-vous à l'esprit de sa mise en danger ? Sa mise en danger, on le voit aujourd'hui. On voit des jeunes filles qui aujourd'hui peut-être ne s'habillent pas comme elles souhaiteraient s'habiller. On voit des jeunes femmes à qui on impose certaines choses alors que peut-être elles auraient souhaité vivre autrement. On voit au niveau, puisque moi j'ai été nommée ambassadrice Index Salaire en 2022 par Muriel Pénicaud, on se rend compte qu'en termes de salaire, il n'y a pas totalement d'équité, puisque pour un même diplôme, on avait dans notre groupe une jeune ingénieure qui n'avait pas le même salaire que ses collègues pour avoir pratiquement la même école et la même fonction. On rencontre encore ça beaucoup moins, puisqu'il y a eu énormément de travail qui ont été faits à ce moment-là. Par Muriel Pénicaud. Diriez-vous qu'on régresse, on progresse ? Alors, on progresse. Non, il faut quand même être très optimiste. Moi, je suis extrêmement optimiste déjà de nature. On progresse énormément, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus, et on en parle. Alors qu'avant, on n'en parlait pas. Donc, c'est plus un sujet tabou dans les entreprises, par exemple. Exactement. C'est-à-dire une jeune femme, ça m'est arrivé un jour, il y a une jeune femme qui m'a téléphoné, qui m'a dit « J'ai pas eu de prime, je suis responsable commercial, je n'ai pas eu de prime, mon collègue l'a eu, est-ce que c'est normal ?» Elle en parle, mais je dis « Mais non, tu vas voir ta RH, tu lui expliques les raisons pour lesquelles, pour un même poste, une même fonction, un même chiffre d'affaires, tu n'as pas eu la prime, effectivement, que ton collègue a eu. » Donc, c'est encore des choses qui arrivent, mais elles en parlent. Elles ne subissent pas aujourd'hui des inégalités comme par le passé. Ça veut dire aussi que les entreprises, les chefs d'entreprise, on sait que ça vient d'en haut, il ne faut pas se raconter d'histoire, ont pris le sujet à bras-le-corps, ou c'est encore un peu timide chez les dirigeants, vous qui les rencontrez régulièrement ? Alors, je pense qu'ils ont compris, ils ont intégré, mais vous avez encore les anciens, vous savez, les vieux routards, qui vous disent « Mais madame, on a toujours fait comme ça. » Alors je leur dis « Oui, mais on peut changer. Oui, mais moi, de mon temps, je suis d'accord avec vous, mais on peut changer. » Voilà. On a encore ces vieux routards sympathiques au demeurant, mais qui ont encore ces vieilles habitudes de « Oui, mais on a toujours fait comme ça. » La jeune génération de chefs d'entreprise, aujourd'hui, a très bien compris qu'à diplôme égal, salaire égal. Ça, ils l'ont totalement intégré. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail, mais honnêtement, je suis quand même optimiste. Alors, sur les salaires, vous le dites, mais sur les promotions, la nomination de femmes à des postes
à responsabilité. Évidemment qu'on a beaucoup progressé dans de nombreuses entreprises, mais il faut qu'elles fassent leur place encore, les femmes, on le voit bien. Et oui, dans l'éco-dire, on le voit tous les jours. Alors, je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Bien Justement, je vais un jour dans une réunion il y a quelques années, et il y a une personne qui vient voir qui me dit: Madame, vous savez, nous, au CODIR, on a des places, mais on n'a pas de femmes. Je dis: écoutez, qu'à cela ne tienne, vous en voulez combien? Parce que vous en voulez 5, 10, je voulais... Non, mais si, vous allez voir, et c'est des femmes brillantes. Et on a même monté avec quelqu'un de la Sorbonne à l'époque, on a fait un petit livret avec tous les CV qu'on a envoyés aux grosses entreprises nationales en leur disant: voilà, puisque vous ne trouvez pas de femmes pour vos conseils d'administration, eh bien nous on va vous aider, on vous envoie des CV de personnes qui sont en capacité de vous rejoindre demain. Il faut donc bousculer aussi les habitudes, c'est ce que vous dites. Oui. Et alors il faut des associations quelque part comme les nôtres, mais sans leur faire peur. Parce que ces messieurs ont parfois un petit peu peur. Vous croyez vraiment que les messieurs ont peur? De ce côté féministe. Moi, des fois, on me dit: oui, mais les féministes, dans leur bouche, c'est négatif. Le côté féministe, c'est négatif. On essaie de leur faire comprendre qu'au contraire, c'est pour eux, c'est pour travailler avec eux. Et moi, je dis souvent, on est plus fort à plusieurs. Messieurs, venez avec nous. C'est pour ça que moi, je prône au niveau de femmes 3000, voire du troisième millénaire, hein, puisque c'est le terme de départ. Je prône cette mixité pour qu'on avance ensemble, parce qu'en avançant ensemble, on sera plus fort. Oui, or c'est aussi un sujet sur lequel vous insistez beaucoup. En effet, on ne peut pas être l'un contre l'autre. Et trop souvent... Il est vrai qu'on a eu des discours qui pouvaient tendre vers cela, et ça n'effraie pas que les hommes, ça peut effrayer des organisations d'entreprise. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que moi je préfère en parler en toute bienveillance et en toute empathie, en disant: messieurs, on a besoin de vous. Moi je dis souvent au niveau de ma délégation: messieurs, je vous attends. On a des messieurs, et c'est ceux qui sont les plus actifs dans les actions que l'on mène, et je trouve ça extraordinaire. Et j'avais fait faire des t-shirts il y a 3-4 ans, où avec Femmes 3000 sur le devant, et bien les messieurs les portaient, ils disaient: on est fiers d'être Femmes 3000. Mais ça, c'est extraordinaire. Et aussi, les femmes doivent prendre leur place. C'est ne pas attendre, et vous parliez de l'éducation tout à l'heure, qu'on leur donne la place finalement. C'est ça, c'est ce qu'on dit très souvent aux femmes. Vous savez, moi, j'ai c'est beaucoup facile travaillé... à dire, peut-être, plus difficile à faire. Ouais, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la pétrochimie à l'époque, il y a 30 ans. C'était quand même pas triste, hein. Je dis souvent, plaisantant, quand j'arrivais quelque part, on me disait: c'est quoi ça là-bas? Le ça, c'était moi. Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Et dans l'industrie, et je dis, moi, j'ai donné des cours en école de commerce, et je disais aux jeunes filles: c'est à vous de faire votre place. C'est à vous, effectivement, entre guillemets, de vous imposer par vos compétences. Et vous verrez, le chemin sera beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont chefs de chantier. C'est extraordinaire. On a des femmes qui ont fait un diplôme d'électricité et qui travaillent dans les entreprises. Donc, je veux dire, on a quand même pas mal évolué par rapport à tous les métiers dits masculins. Il y a donc un mouvement global nécessaire, et on le voit bien à la CAPEB, dans les fédérations de bâtiments, où en effet, dit métier masculin, les femmes ont pris le pouvoir, ont pris la place, à la fois par leurs compétences, leur savoir-faire, et aussi par la nomination, la responsabilisation. Oui. Et ça, c'est important parce que c'est un bon exemple pour les jeunes. De dire: donc, je peux y arriver aussi. Et souvent, ce que l'on regrette, je sais que moi, dans mes délégations, ils ont mis en place une formation parole en public. C'est-à-dire comment arriver à se présenter, qu'une jeune femme peut se présenter sans crainte et sans qu'on lui coupe la parole. Et je lisais dernièrement un article, on disait: mais souvent on coupe la parole aux femmes, comme on la coupe pas quand deux messieurs échangent ensemble. Et donc je dis: vous ne devez pas accepter qu'on vous coupe la parole, vous dites simplement: excusez-moi, je n'ai pas terminé. Mais il faut pas subir. Si vous subissez, vous donnez la place à l'autre. Donc on est dans une égalité de propos et d'échanges. Voilà, il faut qu'elle l'intègre. Et l'éducation, forcément, joue un rôle. Vous l'avez dit, au collège, beaucoup au lycée, on en parle, mais probablement que dès l'élémentaire, il faut pouvoir rencontrer les jeunes filles et les garçons pour leur dire qu'on vit dans un monde d'égalité. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dans les collèges, mais pour moi, c'est trop tard. Les mauvaises habitudes sont déjà prises. Donc les bonnes habitudes se prennent au CP, et je dirais même plus loin, à la maternelle. C'est-à-dire, oui, au CP, on va dire aux enfants, garçons et filles, qu'ils ont le droit de faire les métiers qu'ils choisissent, qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de ne pas accepter, qu'ils ont le droit, effectivement, aujourd'hui, toutes les femmes font tous les sports possibles, hein, que ce soit le rugby, alors qu'avant, c'était inconcevable. Jamais une femme n'aurait fait du rugby ou du foot. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est qu'on évolue dans le bon sens.
Vous me faites la parfaite transition. Aline Bouix, présidente de Femmes 3000 pour la délégation Languedoc-Roussillon. Vous êtes notre invitée ce soir sur Radio Aviva pour parler du sport. Je vous sais très attaché à cette question-là. On a cheminé ensemble sur des débats et des forums à Midi Libre autour de la place des femmes dans le sport. Et on voit que là encore, c'est pas gagné. Et non, c'est pas gagné. Moi, on est partenaire de l'équipe de handball féminin sur Montpellier et on les aide un petit peu dans cette dynamique d'entraînement et autres. Et la présidente me disait dernièrement qu'il y a des infrastructures sportives sur Montpellier où jouent effectivement les sports masculins qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas prêtés ponctuellement à des clubs féminins. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et la réponse qu'on m'a faite, c'est « on ne sait jamais, on peut en avoir besoin ». Le « on ne sait jamais, on peut en avoir besoin », il faut qu'on m'explique un petit peu, parce que j'ai dû rater un épisode ou un point, une virgule quelque part. Donc, ce qui fait qu'elles sont dans des salles, des petites salles, elles aimeraient inviter plus de monde parce que les gens sont intéressés pour voir des matchs, et il n'y a pas de place. Alors que dans d'autres lieux, sur Montpellier, pour ne pas le citer, il y a des endroits où elles pourraient s'entraîner, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Alors, en théorie, on vous dit « mais bien sûr », mais jamais en pratique. Moi, j'aimerais poser la question à tous ces présidents de clubs de la région. Messieurs, pourquoi ? Est-ce que vous pourriez me répondre ? À ce micro, je sais qu'ils nous écoutent, ils sont très nombreux et j'espère qu'ils pourront apporter des réponses. Alors évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, on le voit bien, sur la place des femmes dans le sport féminin, avec des contre-exemples. On voit comment des clubs comme le MHSC, Louis Nicolin et Laurent Nicolin aujourd'hui ont soutenu des clubs sportifs. On voit aussi comment des fédérations essaient de faire de la place. Je pense au rugby, le rugby féminin par exemple, le basket. C'est vrai. Mais pas suffisamment le hand. Pas suffisamment le hand. Par exemple, pour le hand féminin l'année dernière, les moins de 17 ans étaient championnes de France. Vous l'avez vu quelque part ? Vous en avez entendu parler dans les journaux ? Vous avez vu, vous l'avez sûrement signalé, mais on n'en a pas tellement parlé. Championne de France. Mais au niveau de la fédération, on continue à leur faire des voyages aux quatre coins de France alors qu'elles n'ont pas de moyens financiers. Donc là, je me pose aussi la question, pourquoi ? On sait que la ministre Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a ce sujet bien à l'esprit parce qu'elle tente là encore de faire en sorte que ces matchs soient regardés à la télé, soient vus, soient intégrés dans les programmes et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques sur laquelle vous allez travailler vous-même. 2024 est quand même une grande année. Même s'il y a des tiraillements parfois sur l'organisation, c'est quand même une grande année puisque on reçoit les Jeux Olympiques et donc ça c'est extraordinaire. Et c'est vrai que par rapport à cette dynamique-là, on va mettre un petit peu le focus au niveau de Femmes 3000 et en tout cas dans notre région, au niveau de notre délégation, pour qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on est déjà avec le hand, on les soutient, on les accompagne, on les aide. Également avec le rugby, puisqu'on a notre délégation du Pays Basque, on a une ancienne championne de France de rugby qui est là-bas, donc j'ai échangé avec elle semaine dernière, donc elle va venir nous voir, mettre en place, on va rencontrer donc l'équipe de rugby, on va y aller prochainement, et l'équipe de foot, puisqu'on a déjà rencontré l'entraîneur de foot, donc on va un petit peu faire le focus sur ces sports collectifs. C'est vrai qu'on est plus dans une dynamique de sport collectif. Voilà, faut faire des choix, on peut pas être partout. Avec une problématique dans le sport individuel de ces femmes qui sont moins accompagnées en termes de sponsors, en termes de promotion, en termes de visibilité que les hommes, on le voit bien. On avait d'ailleurs animé un très beau débat à Midi Libre l'année dernière. Ouais. Et là aussi, c'est un sujet que vous suivez particulièrement parce que vous avez des membres de votre délégation qui sont d'anciennes sportives et qui connaissent ça. Mais qui connaissent parfaitement ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de subvention ou très peu. Elles sont obligées de travailler à mi-temps pour s'entraîner, alors que dans la même catégorie, vous avez des messieurs qui sont aidés financièrement, qui n'ont pas besoin d'avoir une activité complémentaire, comme je dis souvent pour garnir leur bas de page, et qui peuvent faire le sport tout à loisir quand ils le souhaitent et comme ils le souhaitent pendant effectivement tout un mois ou sur plusieurs mois, alors qu'elles sont obligées effectivement de travailler. Ça, faut qu'on m'explique. Moi, j'aimerais bien, effectivement, vous avez rencontré la ministre des Sports, moi j'aimerais bien qu'elle m'explique les raisons pour lesquelles aujourd'hui les aides arrivent principalement sur le sport masculin et pourquoi ces aides-là ne seraient pas égalitaires sur le sport féminin. Pourquoi ? J'ai presque envie de lui poser la question. On voit bien que sur ce sujet sportif, comme le sujet de l'égalité des salaires et la place des femmes dans les entreprises, ça ne peut pas être simplement une invitation, il faut imposer, il faut un peu d'obligation. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics font suffisamment et vers quoi devraient-ils aller ?
Est-ce qu'il faut suffisamment lorsque vous leur posez la question, ils vous disent on peut pas aider tout le monde et on n'a pas les moyens d'aider tout le monde. Donc ils priorisent. Et ils priorisent qui? Le top niveau. Et moi je dis, est-ce que vous pensez que le top niveau, est-ce que le top 14 a besoin de fonds? Est-ce que effectivement le hand qui est en première division a besoin de fonds? Alors est-ce qu'il continue à les aider de la même manière qu'avant, me semble-t-il, hein, parce que sinon il y en a qui vont dire mais pas du tout, pas du tout. Il continue. Alors que le sport féminin de deuxième niveau, avant d'arriver au premier, il faut déjà financièrement leur permettre de pouvoir s'entraîner, des infrastructures et permettre à ces joueuses financièrement de pouvoir subvenir aux besoins de leur sport, chose qui n'est pas faite. On continue à aider le haut niveau, c'est bien, mais peut-être que c'est trop. Moi je dis 10%, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez, messieurs du top 50 ou du top 14, du top 10 comme vous voulez, donner 10%? 10%, pas 20, pas 30, juste 10%. Mais vous verriez qu'effectivement pour le hand aujourd'hui, il pourrait avoir un quart pour accompagner les sportifs quand on va faire des matchs, juste ça. Juste un quart, une infrastructure hôtelière. Voilà, juste vraiment payer les frais. Juste pour qu'elles puissent se déplacer dans de bonnes conditions. 10%, c'est pas beaucoup et en même temps, c'est énorme. Ce sont des sujets que vous avez évoqués avec Mickaël Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole, parce que un des aspects aussi de Femmes 3000, c'est le réseau au global et qui compte aujourd'hui, évidemment, en 2023. Et donc, ce sont des sujets que vous avez pu échanger avec lui. Alors, on a eu la chance d'avoir Mickaël Delafosse, et je la remercie encore, qui est venu lorsqu'on a fait notre soirée de rentrée, qui était le 14 septembre, qu'on va avoir le 14 décembre, c'est une coïncidence, qui est venu nous rencontrer. Et il a eu un discours extraordinaire. Il est très, effectivement, sur l'égalité homme-femme, et il est très sensibilisé à ça, et il le montre tous les jours. Et effectivement, il a dit haut et fort qu'il avait besoin aujourd'hui de partenaires, entreprises, quelque part, qui sont implantés dans la métropole, et en disant, est-ce que ces entreprises peuvent accompagner à leur niveau tous les sportifs et sportives qui gravitent, parce que nous, on les aide, mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Et bon, je crois qu'il est d'un secours et d'un investissement réel pour tout ce qui tourne autour du sport, et en tout cas de tout ce qui est égalité homme-femme. Je crois qu'il est très sensible à l'égalité homme-femme. Femmes 3000, alors c'est une association que l'on voit partout. J'ai l'habitude de bouger beaucoup autant que vous. Merci, et donc merci. Je vous vois dans beaucoup de relais, beaucoup de partenariats. C'est aussi une de vos volontés, vous qui êtes présidente depuis 7 ans de cette fédération Languedoc-Roussillon. Alors, on a besoin de partenariats. Pourquoi ? Toutes les associations vous diront la même chose. On est toutes bénévoles. Je dis bien toutes bénévoles. Toutes les actions que l'on met en place avec mon équipe, elles ont un coût. Et ce coup, j'arrive à monter toutes ces actions sportives et autres parce que j'ai des partenaires entreprises qui m'accompagnent. Et je dis souvent ce que je disais dernièrement, vendredi dernier, quand on a fait notre réunion sur Paris avec toutes les présidentes. Mon choix au niveau de la région, c'est que mes manifestations ne soient pas payantes. C'est mon choix personnel. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que le problème financier empêche les personnes de venir nous rencontrer. Parfois 10 € c'est beaucoup pour certains, 20 € aussi. Donc les personnes viennent nous rencontrer, on va effectivement échanger autour d'un verre, autour d'un petit four et autres. Comme ça, elles prennent connaissance de qui nous sommes, pourquoi, ce que nous faisons, et elles passent, j'espère, un bon moment avec nous. Ça a été, c'est ma volonté lorsque j'ai mis en place la délégation Languedoc-Roussillon, ce qui fait que je dis souvent, je prends ma petite mallette et je vais voir les entreprises en disant, écoutez, aidez-nous, vous êtes nos partenaires, on va vous mettre en valeur, et c'est normal, parce qu'on est gagnant-gagnant. On est gagnant-gagnant tous les deux, mais moi en même temps, j'ai besoin que vous m'aidiez pour justement nous faire connaître, organiser des soirées avec vous. Donc oui, effectivement, on a besoin de partenariats entreprises aussi. On parlait tout à l'heure de l'utilité, la pertinence de Femmes 3000, 25 ans après sa création, plus que jamais probablement dans notre pays, qu'on dit fracturé, et à raison d'ailleurs, par beaucoup de bouleversements, d'incertitudes et de doutes. L'association, c'est encore le ciment de notre société ? Oui. Je crois qu'on n'a jamais été autant seul, surtout depuis effectivement les confinements et le problème de Covid qu'on a vécu extrêmement douloureux, et j'ai beaucoup d'adhérentes qui ont énormément souffert, et je pense qu'heureusement qu'on était là.
Parce qu'on a été des oreilles attentives, on a pu accompagner, on a pu organiser des webinaires pour que chaque personne ayant un métier puisse le faire connaître, puisse partager, puisse échanger. Et je crois on est aujourd'hui, les associations, un petit peu le ciment pour ce côté de gens qui... Moi, je crois que l'individualisme est de plus en plus présent. Et le fait de pouvoir se rencontrer, ça soulage beaucoup de personnes. Et elles le disent, on a passé une délicieuse soirée, je vais mieux ce soir. Donc, c'est extraordinaire comme retour. Ça vous inquiète ce qui se passe en France aujourd'hui ? Oui, mais en même temps, je vais vous avouer quelque chose, mais j'espère que ça restera entre nous. Ce ne sera pas ébruité. Quand à la télévision, au bout d'un certain temps, on a commencé à énoncer le nombre de morts, j'ai changé de chaîne. Je me dis, je vais pas commencer à m'angoisser, m'empêcher de dormir. Et je crois que ce phénomène-là a atteint et a touché énormément de personnes. On dit c'est moi demain. Donc du coup, la dynamique que j'avais, l'envie de faire, pour certains, elle s'est arrêtée là. Ouais. Et moi, j'ai dit, j'ai pas envie que ça impacte mon dynamisme et ma passion. Je veux rester quelqu'un de passionné, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui tend la main aux autres. Donc j'ai changé de chaîne. Et à la fois, ce que vous dites dans le prolongement, c'est vrai qu'on a trop tendance à penser que rien ne fonctionne. Et au quotidien, et vous le voyez bien au travers de votre fédération, il y a beaucoup d'optimisme dans les entreprises, les associations, collectivement. Les gens ont envie de réussir. Oui, et d'avancer. Oui, les gens ont envie d'avancer, envie de réussir, envie de se rencontrer, envie d'échanger. Moi, je suis surprise agréablement de voir que sur Montpellier Région, il se passe quelque chose tous les soirs. Tous les soirs. Si vous voulez sortir, vous pouvez sortir tous les soirs de la semaine. Et parfois, le même soir, il se passe 3-4 événements. Donc, si on veut écouter de la musique, si on veut participer à une émission culturelle, si on veut participer à une soirée sportive, si on veut écouter la radio à Viva, eh bien, c'est possible, effectivement, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et les gens sont friands de ça, et c'est bien, parce que ça les sort de leur quotidien. Et c'est pour ça qu'ils sont optimistes aujourd'hui. Alors moi, je vous connais depuis quelques années, mais les auditeurs et auditrices qui vous écoutent en ce moment ont bien compris que j'ai face à moi une vraie passionnée, pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. Il vous en faut beaucoup quand même pour ne plus sourire. Alors, moi, c'est mon caractère. Comme je dis tout le temps, pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Je sais qu'il est vide parfois, mais il ne m'intéresse pas. Donc, je regarde uniquement celui qui est plein. Et j'ai toujours dit, le jour où ce que je fais au niveau de Femmes 3000 ne me passionne plus, j'arrêterai. Je ne sais pas faire les choses sans passion. J'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de croire aux gens, j'ai besoin de travailler avec eux, j'ai besoin de monter des projets. Et ça me transcende. Et le jour, dont vous le saurez, si un jour j'arrête Femmes 3000, c'est que j'ai plus la passion. Mais pour l'instant, je vous rassure, je suis là encore pendant quelques années. J'étais pas très inquiet pour être honnête avec vous. Comment va se produire 2024 ? Alors, le 25e anniversaire, le 14 décembre, ça sera la grande soirée, en effet, de Femmes 3000. Est-ce que vous avez un ou deux projets à l'esprit déjà pour les mois à venir ? Alors, ces dernières années, on a essayé, comme je vous le disais, au niveau de notre délégation, aussi bien dans une dynamique sportive, dans une dynamique culturelle, dans une dynamique même politique et autres. Et on a d'ailleurs invité, je crois que vous l'aviez d'ailleurs rencontré, il avait énormément apprécié, Yves Striou, qui était le directeur général du travail de Muriel Pénicaud. Et donc, on l'a fait venir. Et lui, il est vraiment, enfin les autres aussi, mais lui particulièrement, investi dans la cause féminine. Je me souviens, lors du débat, pour lui, il était inconcevable, et il disait que dans toutes ces unités, il se battait là-dessus, quand les femmes reviennent de la maternité, elles doivent retrouver leur poste. Et ça, c'était son cheval de bataille. Il disait, il est totalement inadmissible quand elles reviennent, qu'on les mette à un autre poste ou dans un placard. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai invité, tout simplement parce que c'est un passionné. Il a un cursus magnifique tout au long de ses années, indépendamment de son poste de directeur général du travail. Mais il est vraiment investi dans la cause féminine. Donc, je vais essayer de le faire revenir. Parce que comme il adore écrire, il adore, et je sais que, mais ça pareil, je ne l'ébruiterai pas, il est en train de commencer un livre sur la révolution à nos jours, sur le droit, l'évolution du droit du travail, de la législation, de la réglementation tout au long de ces années. Et donc j'espère bien le faire venir, comme j'espère faire venir Muriel Pénicaud pour notre dernière, le 14 décembre, donc pour qu'elle vienne nous parler, justement de que se passe-t-il aujourd'hui sur la place de la femme dans l'entreprise et dans le monde politique, parce que le monde politique, elle connaît bien.
Muriel Pénicaud qui était notre invité d'honneur au 5e anniversaire du Fil Rouge, Oui. Midi Libre, dont vous êtes d'ailleurs un des membres qui a été lancé avec Christine Ginel il y a 5 ans. Il faut les associations, on voit bien, hein, c'est une association d'associations qui permettra Exactement. que ça change. C'est exactement ce que vous dites. Moi je dis souvent, les amis de mes amis sont mes amis. Ça veut dire une association, on peut aider notre association, on peut effectivement, et le Fil Rouge, effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis ravie que ça perdure, parce qu'il faut que ça perdure. Ça permet aux jeunes créatrices de se rencontrer, de monter en compétences. Et moi j'ai eu dernièrement une personne qui m'a dit, est-ce que je peux adhérer chez vous parce que je me sens seule dans mon métier. Et je travaille tellement que je rencontre personne et je me rends compte que je me sclérose. Est-ce que je peux venir vous rencontrer ? Et c'est comme ça que je l'ai présenté à Christine Ginel en disant c'est vraiment la personne qu'il vous faut au niveau du Fil Rouge parce que c'est ce que vous êtes en train de promouvoir par rapport à cette action-là. Alors si on a envie de vous connaître, on a un site internet, évidemment. Bien sûr. Rappelez-nous peut-être les coordonnées. Alors les coordonnées, vous allez Femmes 3000 Languedoc-Roussillon, vous cliquez, vous allez voir nos dernières actions. Vous avez un petit carré à droite où il y a marqué adhérer. Donc alors pour l'adhésion, vraiment n'hésitez pas, c'est 80 €. Vous avez bien entendu, à l'année, et vous êtes adhérente et vous pouvez venir nous rencontrer et assister à nos soirées. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Merci beaucoup Aline Bouix, présidente de Femmes 3000, délégation du Languedoc-Roussillon. L'association fêtera ses 25 ans le 14 décembre prochain. Ce fut un plaisir, merci beaucoup. Merci également. Bonne soirée à toutes et à tous. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Alors, t'en abordes d'abord ici, c'est ça ? Ouais.